Ça y est, la diffusion a démarré, Gwenaël. Bonjour à tous. Gwenaëlle Deveau de Loco Atlas, chef de projet sur l'étude qui a été réalisée par l'OPIEC sur l'intelligence artificielle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je suis accompagnée de Neila Amadash et de David Ducot qui vont se présenter, mais peut-être qu'on peut attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Je vois que on a une centaine de participants qui se sont inscrits. Et pour l'instant, nous avons 27 connexions, donc, mais il n'est pas encore 11 heures, on va attendre un petit peu. En tout cas, bienvenue. Bienvenue, il est 11 heures. Les participants se connectent au fur et à mesure. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer déjà le fonctionnement. Vous avez la possibilité, évidemment, de poser des questions. On n'y répondra pas au fur et à mesure. On fera des pauses pour prendre quelques questions. Je m'occuperai de cette partie-là. On vous demande de ne pas utiliser le chat parce que c'est compliqué de pouvoir répondre à toutes les questions. Et déjà, on ne pourra pas, on le sait, malheureusement, répondre à toutes vos questions. Mais bien évidemment, on y répondra par la suite, puisque par la suite, on vous transmettra le replay par mail avec le support, comme d'habitude, dans le cadre de webinaires. Et puis, les questions qui n'auront pas, auxquelles nous n'aurons pas répondu, on vous répondra bien évidemment par retour de mail. Donc, bienvenue à tous. Ce webinaire a comme sujet donc la présentation des résultats de l'étude qui a été réalisée pour l'OPIEC, l'Observatoire des métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement. Je suis donc Gwenaëlle Deveau, chef de projet à Loco Atlas. Donc j'étais en charge du pilotage de cette étude qui a été publiée en fin d'année dernière. Et je suis accompagnée donc de Neila Amadash et de David Ducot qui vont se présenter eux-mêmes. David Ducot étant le consultant qui a réalisé avec l'équipe PY l'étude pour le compte de l'OPIEC, et Neila Amadash qui représente l'OPIEC, mais je vais les laisser se présenter. Je commence, David? Neila, je t'en prie. Je vous en prie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Neila Amadash, membre de l'OPIEC. Je suis déléguée à la formation au Syntec Numérique, qui est donc l'organisation professionnelle des entreprises du numérique, les ESN, les éditeurs de logiciels et les entreprises de conseil en technologie. Et je représente donc la Fédération Syntec au sein de l'OPIEC, donc l'Observatoire des métiers de la branche. Et j'ai donc suivi cette étude et été donc le pilote pour le collège patronal pour le suivi de cette étude et la réalisation de cette étude. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à tous, donc je suis David Ducot, consultant pour le compte d'EY. J'ai eu le plaisir de diriger cette étude pour le compte de l'OPIEC sur toute l'année 2019, à une autre époque, hein, à l'heure où on se parle. C'était une étude prospective vraiment passionnante. Pour aller très très vite sur mon profil, je passe tout simplement mon année à diriger des études prospectives et des révisions de référentiels métiers, donc vraiment une activité très fortement concentrée sur le contenu des métiers de demain. Voilà. Merci beaucoup. Ce webinaire va se dérouler en 4 temps. Nous allons aborder donc tout d'abord, effectivement, Neila va vous présenter l'OPIEC, l'Observatoire. En deuxième partie, on va vous présenter, enfin David va vous présenter l'état des lieux des usages et facteurs de réussite de l'IA
On fera une petite pause avec 2-3 questions. Ensuite, on abordera, David vous présentera l'analyse des besoins de compétences et métiers de la branche. On fera une petite pause avec 2-3 questions. Et puis, enfin, la partie sur l'analyse de l'offre de formation sur l'intelligence artificielle en France, avec quelques illustrations. Et s'il nous reste du temps, bien évidemment, on essaiera de répondre à plus de questions. Mais encore une fois, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions et on en prendra quelques-unes pour dynamiser effectivement la présentation, et les autres questions, on y répondra par la suite par mail lors de l'envoi du webinaire que vous pourrez regarder en replay avec le support, donc que vous recevrez par mail, et évidemment vous pourrez ainsi le diffuser. Neila, tu peux présenter effectivement l'OPIEC? Alors oui, merci beaucoup Gwenaëlle. Rapidement, qu'est-ce que l'OPIEC? Donc, il s'agit de l'Observatoire des métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement. C'est ce qu'on appelle un OPMQ, donc un Observatoire prospectif des métiers et des qualifications. La plupart des branches professionnelles ont un observatoire qui leur permet d'identifier de façon prospective les évolutions des compétences et des besoins en compétences dans leur secteur d'activité. Donc notre observatoire a été créé en 1998, donc il a une certaine expérience désormais. Et les membres de cette instance sont paritaires, c'est-à-dire que les organisations patronales et les organisations salariées de la branche sont représentées de façon paritaire au sein du conseil d'administration de l'OPIEC, qu'on appelle, nous, la commission paritaire. Donc, du côté patronal, on va retrouver les 2 organisations patronales représentatives dans la branche, la Fédération Syntec et la Fédération Sinov. Et du côté du collège salarié, vous retrouverez les 5 grands syndicats représentatifs dans la branche, la CFDT, la CGC, la CFTC, la CGT et FO. Rapidement, les objectifs de l'OPIEC et de tous les observatoires en général, hein, c'est vraiment d'étudier l'évolution des métiers, des besoins en recrutement, de l'analyse de l'offre de formation, dans l'objectif principal d'orienter la politique emploi-formation de notre branche professionnelle. Donc, il est important en effet que ces études prospectives puissent se décliner par la suite en actions concrètes, et on s'y attache pour pouvoir justement derrière répondre aux besoins des entreprises et des salariés de la branche. Merci Neila pour cette présentation très claire. David, on vous laisse la main pour nous faire la présentation donc, des résultats de l'étude. Merci beaucoup. Parfait, merci à toutes les deux. Rebonjour à toutes et tous. Donc, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. La finalité de l'étude, donc vous avez bien compris que c'était dans le cadre de l'OPIEC, donc sur un périmètre métier bien précis, qui est celui du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement. C'est à peu près, je parle sous votre contrôle, Neila et Gwenaëlle, mais un peu plus de 900 000 personnes, entre 900 000 et 1 million de personnes sur l'ensemble de la branche. L'étude, en fait, ce qu'elle a cherché à faire, c'est venir en complément des innombrables travaux sur l'IA qui ont souvent pour but, sur le côté métier, vous le constaterez, un axe emploi. Souvent, c'est combien d'emplois l'IA va remplacer dans tel ou tel secteur. Nous, on n'est pas du tout parti sur cet axe-là. Ce qu'on a d'abord cherché à savoir, c'est concrètement qu'est-ce que vont faire dans la branche les spécialistes de l'IA sur les 5 prochaines années? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur quotidien? Et ça, c'est qu'un versant de la problématique, puisque leurs activités, par nature, transforment aussi indirectement le métier d'autres personnes qui ne vont pas, elles, forcément changer de métier. Donc, qu'est-ce que va faire aussi ce dont tout ou partie du métier va changer du fait de l'IA? Et ensuite, l'idée, c'était d'avoir
ce côté besoin, donc juste sur la branche, à peu près 35% des spécialistes aujourd'hui de l'IA sont dans la branche en France, mais de la comparer à l'offre de formation pour regarder où sont les zones d'écart à la fois sur le nombre de personnes manquantes, mais aussi sur quels domaines de compétences sont plus ou moins bien traités par l'offre de formation actuelle. Et c'est là, en fait, quand on fait cette analyse de couplet d'écart sur le quantitatif et sur le qualitatif entre les besoins de formation et l'offre de formation, qu'on a les plus grandes surprises, en fait, sur l'analyse. À l'instant de 2019, c'est important parce que l'offre de formation évolue actuellement très, très vite sur l'IA, de même que les besoins. Deux mots de la méthode d'étude assez classique, 60 entretiens avec des entreprises, 65 même, pour dégager les axes de prospective et de devenir des métiers. À peu près un questionnaire sur 120 personnes qui ont répondu de manière anonyme sur leurs besoins. Et la constitution, et ça c'était un énorme travail, d'une base de formation de plus de 400 formations, à la fois en formation initiale, continue, présentielle, mais aussi en ligne, qui nous a permis de vraiment avoir une analyse assez fine du contenu des formations et de comparer tout ça à ce que l'on recueillait au cours des entretiens. Voilà, donc il faut bien voir que d'un côté, on analyse toute l'offre de formation que l'on peut trouver en France, mais pour le côté besoin, on ne regarde que le besoin de la branche. Donc d'un côté, vous avez toute France et tout secteur confondu pour l'offre de formation, et de l'autre côté, vous n'avez que le côté branche du besoin, c'est-à-dire à peu près 35% des spécialistes. Sauf que ce qu'on a découvert au cours de l'étude, c'est que pour à peu près, pour un spécialiste de l'IA et de la data science dans la branche, on aura 3 à 4 experts métiers qui devront intégrer une brique d'IA sans pour autant changer d'expertise métier. Donc, si je fais un raccourci rapide, c'est comme si ne traiter que la problématique des spécialistes d'IA et data science de ces besoins-là, c'est comme si on traitait qu'un quart de la problématique, puisque on a un autre versant de 3 à 4 personnes qui seront impactées indirectement par l'IA. Et ensuite, pour bien illustrer ce que l'on a sur les premiers ordres de grandeur, quand on descend dans le contenu des métiers, ce que nous disent les spécialistes d'IA, c'est que ce qui est le plus visible, c'est-à-dire l'aspect conception algorithmique, qui est vraiment la tête de pont du métier, en fait, ne représente en moyenne que 20% et même parfois moins du temps de travail des spécialistes d'IA et de data science. Et vous avez de l'autre côté 60% des données, du temps qui est passé sur les données, voire plus. Alors évidemment, il y a beaucoup de nuances selon les métiers, selon les cas de figure, mais quand même, il faut bien avoir ça en tête, c'est que pour faire tourner un algorithme, quand même, la base, c'est qu'il faut des données. Et encore, il y a un biais là-dedans, ce serait à dire que tous les algorithmes ont un énorme besoin de données massives, puisqu'on est en train de parler de big data pour l'essentiel, ce qui est absolument faux. Certains algorithmes ont besoin de très très peu de données, et des données par contre très qualitatives, voire très variées. Le facteur de réussite donné absolument massive et quantitative n'est pas un facteur de réussite de toutes les IA. Donc on va y revenir. Mais diriger cette étude, ça a été tout d'abord passer par le grand moment de définir ce qu'on entend par l'IA. Donc, on a retenu la définition suivante. L'intelligence artificielle a pour but de simuler un ou plusieurs processus cognitifs normalement associés à l'intelligence humaine. On ne dit pas que c'est la bonne définition, on dit que si vous lisez cette étude qui fait 130 pages au total et que vous trouverez sur le site opiec.fr, on y reviendra tout à l'heure, c'est avec cet axe-là que l'on doit lire cette étude. Donc c'est une définition très large de l'IA à tous les processus cognitifs qu'elle peut en tout ou partie remplacer. Je dis tout ou partie, puisqu'au final, on se rend compte qu'il n'y a pas d'IA, et ça c'est vraiment un point très très important, il n'y a pas d'IA sans métier. À la base, l'IA c'est toujours la transformation d'un processus métier que l'on fait à partir ou avec l'IA. Donc ça, c'est un besoin très important. Ça veut dire qu'on n'envisage pas l'IA comme une technologie qui se balade dans son coin, dans un coin de l'entreprise, qui se développe. Elle se développe toujours avec le métier. Le métier n'est pas forcément dans la tête par exemple, du data scientist qui va travailler, mais il faut qu'il travaille avec quelqu'un qui est du métier.
Donc, on est tout de suite dans quelque chose où on n'a pas une concurrence directe qui va se jouer entre les personnes de l'IA et les personnes qui sont du métier. C'est vraiment, c'est pas un remplacement des uns par les autres, c'est toujours les uns avec les autres. La question est quel est le dosage suivant les cas d'usage. Et surtout, l'IA ne transforme jamais, presque jamais, la totalité d'un métier. C'est toujours une partie d'un métier qui va souvent être relativement faible, en fait, dans les cas d'usage que l'on a relevés en 2019. Donc, vous avez toujours une brique d'IA qui va s'insérer, mais qui va toujours arriver à être des bouts de métier les uns après les autres, qui vont aboutir à effectivement peut-être un jour un gain de productivité qui est souvent recherché, en fait, comme finalité au départ. Donc l'IA ne transforme jamais tout un métier et ça veut dire qu'il faut ajouter tous les gains éventuels de productivité pour arriver éventuellement à une réorganisation. Mais l'idée n'est pas ce que l'on a eu dans certains entretiens. L'idée de départ qui est de gagner en productivité par l'IA passe par une condition nécessaire qui est de revoir l'organisation d'ensemble. Et cette revue de l'organisation d'ensemble, elle ne peut se faire qu'à un niveau systémique et stratégique. Donc on va tout de suite sur le champ managérial qui est indissociable de l'IA. Et pour aller très directement, il va falloir un niveau de connaissance de l'IA au sein du management suffisant pour être capable d'intégrer des modèles d'affaires qui intègrent de la technologie et des méthodes métiers un peu plus classiques. Mais il va falloir vraiment transformer ce modèle d'affaires. C'est une autre façon de penser l'entreprise et souvent sur une très longue durée. Donc, quand on pose la question au travers de notre questionnaire, qui, je le précise, était anonyme, le questionnaire demande quelles sont, à votre avis, les premières questions, vos premiers besoins en IA. Et là, autant les entreprises de la branche ont répondu et des clients aussi ont répondu. La première question qui revient, c'est aidez-moi à définir les cas d'usage pertinents. Donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, l'IA est à l'échelle mondiale une grande R&D finalement, et que l'idée première, c'est toujours quels sont les cas d'usage pertinents. Donc ça pose une vraie question sur quelle doit être la posture des entreprises de la branche, qui sont plutôt des entreprises de services. C'est aider d'abord, avant de développer une IA, c'est aider à définir quels sont les bons cas d'usage pertinents. Et on a eu beaucoup de témoignages d'entreprises qui, tout simplement, embauchent un data scientist et disent, eh bien, voilà mon modèle d'affaires, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Sauf que le data scientist n'est pas, la formation de data scientist, par exemple, n'est pas du tout câblée pour répondre à cette question-là. La formation de data scientist est là pour la conception et l'architecture qui va aller derrière, mais aucunement pour dire à quel point c'est pertinent dans le modèle d'affaires. Donc, il faut forcément un lien avec le management. Ça, c'était le premier cas. Ensuite, quelle organisation va avec l'IA? Tout le monde sent bien que il suffit pas d'intégrer la technologie pour que les choses se passent toutes seules. Donc, l'idée est quelle est l'organisation humaine que l'on va mettre en place autour de l'IA. Et surtout, l'IA, il faut bien garder en tête cette donnée-là. C'est souvent un investissement très long, massif, qui est très coûteux en ressources humaines justement pour son développement, donc qui amène sur une très longue durée de temps, souvent sur la totalité de la durée de vie future de l'entreprise. Donc, il ne faut vraiment pas penser les choses comme un mode projet ou que comme un mode projet pendant le temps d'intégration de l'IA, mais le penser sur la durée de l'entreprise et quels vont être les besoins de ressources, non pas que pendant le projet, mais sur toute la durée de l'entreprise. Ensuite, le dernier point qui là est un peu plus classique et un peu plus ancien dans les besoins, c'est comment valoriser mes données. Ça, c'est une question spécifique. L'IA permet ceci aussi sur les données massives. Donc là, on est dans une question un petit peu plus classique. Mais voilà, dans l'ordre, quel cas d'usage pertinent, quelle organisation je fais autour de l'IA et comment je valorise mes données. Avec une petite subtilité qui est revenue dans beaucoup d'entretiens, c'est que les entreprises de la branche ont parfois des demandes d'IA pour lesquelles l'IA n'est pas la réponse optimale. Et ça, c'est une posture assez complexe dans la mesure où, comme il n'y a pas un effet de mode, mais un effet de mode managérial qui veut qu'on recherche des solutions à partir d'IA dans les entreprises, certains clients
sollicitent les entreprises de la branche pour avoir des technologies d'IA intégrées dans leur métier là où c'est pertinent, sauf que le consultant ou l'expert va tout de suite se rendre compte qu'on pourrait très très bien résoudre la problématique avec une autre technologie qui parfois va date d'il y a 20-25 ans. Certains automatismes y répondent très bien. Donc là, il faut bien voir que c'est pas l'IA pour l'IA à tout prix, c'est que là, il faut arriver à prendre un recul nécessaire sur l'ensemble des technologies pour pouvoir toujours répondre bien à certaines demandes. Donc ça nécessite évidemment un niveau d'expérience fort et évidemment, on va évidemment vers des profils qui ne sont pas que des jeunes diplômés qu'on cherche à former massivement en ce moment, mais aussi dans l'équilibre avec des profils plus expérimentés, avec des couples entre compétences managériales et compétences techniques spécifiques suffisamment équilibrés pour être capable d'accompagner le client sur ce type de décision. Donc là, on arrive sur la notion il n'est absolument pas question de dire que les spécialistes d'IA ne sont pas nécessaires, mais ils doivent s'intégrer dans un écosystème. La condition de réussite, c'est de proposer tout cet écosystème et pas uniquement d'être les meilleurs. On est convaincu à la sortie de cette étude que être les meilleurs techniquement, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et ça c'est un point vraiment important. Quand on regarde maintenant le marché de la formation, il faut regarder pas que les compétences techniques, mais aussi toutes les autres catégories de compétences pour être capable de proposer cet écosystème de compétences. Est-ce que vous avez des questions relever des questions à ce stade, Gwenaëlle? Eh bien, pour l'instant, non. Donc, vous pouvez continuer, David. Pour les participants, surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Lâchez-vous, j'ai envie de dire. C'est le moment. Non, merci, David. Vous pouvez continuer. Parfait, d'accord. Donc, à ce moment-là, c'est poser une question aussi, c'est qu'est-ce que ça veut dire concevoir une IA? C'est un point vraiment fondamental. À cette question, les spécialistes nous répondent à 80%, c'est de l'assemblage de briques existantes sur laquelle je vais faire une adaptation soit pour la demande spécifique du métier, soit pour la demande spécifique d'un secteur, mais en tout cas, je vais focaliser un assemblage et adapter et faire finalement assez peu de conception pure, mais cette conception pure sera le plus possible imbriquée dans des choses qui existent déjà. Et là, on a vraiment une incompréhension qui se dessine dans la mesure où cette dimension-là est traitée tout à fait différemment par l'appareil de formation en France, dans la mesure où l'appareil de formation, dans sa grande majorité, forme des experts très pointus et qui sont capables vraiment de concevoir la totalité d'un algorithme et d'une solution à partir d'IA. Sauf que dans la réalité, pour les entreprises de la branche, on se retrouve dans une situation où on a un écart puisque on leur demande quand même d'abord de raisonner à partir de briques d'IA existantes et de faire une adaptation au-dessus. Donc, concevoir une IA, c'est pas nécessairement avoir le meilleur ultra expert. Il faut bien doser l'ensemble des profils que l'on propose et que l'on a dans l'entreprise pour arriver à avoir le juste équilibre de compétences d'adaptation et de compétences de conception pure. Et cette adaptation-là, elle se joue notamment aussi sur les compétences d'architecture de la solution, parce que l'algorithme, il faut des ressources techniques pour le faire tourner. Et ces ressources techniques-là, elles viennent aussi sur un métier que nous, on appelle le data engineer, qui est là pour amener les flux de données nécessaires et les ressources techniques nécessaires à ce que l'IA fonctionne. Et donc, c'est un écosystème de compétences nécessaire, donc il n'y a pas que la conception algorithmique. Quand on regarde maintenant sur les besoins de recrutement, ce dont on se rend compte, c'est que après les projections que l'on a faites, c'est que à peu près la branche aura besoin sur les 5 prochaines années autour de 7500 personnes supplémentaires spécialistes de l'IA. À l'échelle de la branche, ça ne paraît pas un énorme chiffre, sauf que si vous le comparez au nombre de personnes qui aujourd'hui sortent du système de formation,
ça reviendrait à dire que la branche recrute tous les ans 30% de la population diplômée spécialiste IA. Il y a un énorme biais dans ce que je vous dis. Ce serait à croire que tous les besoins pourraient être résolus avec uniquement le recrutement de personnes en sortie de formation. C'est une partie nécessaire de la réponse, mais il faut regarder également comment faire évoluer les profils qui sont déjà là et qui ont besoin de passer des paliers d'expérience pour répondre à certaines problématiques clientes. On a justement fait la projection, on s'est dit, l'intégration de ces effectifs spécialistes, quel impact aurait-il sur les effectifs plutôt non spécialistes? Et on a projeté ça sur 4 métiers quand même qui sont parmi les plus représentatifs en nombre de la branche. Et on s'est rendu compte que la projection amènerait tout au plus à un infléchissement des recrutements, mais pas du tout à un remplacement et pas du tout à une baisse des effectifs. Donc nous, on est un peu surpris franchement par certaines études qui annoncent des résultats assez cataclysmiques sur l'emploi. Quand on regarde vraiment dans le contenu de ce qu'il y aura à faire, on ne voit pas vraiment comment, dans les 5 années à venir, on pourrait massivement se passer des autres experts hors IA, et même pas que dans les métiers de la prestation intellectuelle. On a fait des tests sur d'autres types de métiers. Sur les 5 prochaines années, en tout cas, qui était le périmètre de cette étude-là, on ne voit pas vraiment comment cette montée des spécialistes de l'IA pourrait engendrer mécaniquement une baisse spectaculaire des effectifs d'autres métiers. Quand on regarde le contenu maintenant, on s'est intéressé à plusieurs rôles et on voit un peu mieux, en posant des questions toujours anonymes, comment les experts RH notamment répondent sur la question de, voilà, en fonction des profils, qui avez-vous besoin finalement et de quelle origine pensez-vous qu'il pourrait venir? Et là, sur le rôle d'architecte IA, on vous a pris un seul rôle. L'architecte IA, c'est vraiment la personne qui est là pour aider à arbitrer quel est le bon cas d'usage pertinent en fonction de la situation business. Ce rôle-là, il est le premier recherché aujourd'hui en termes de recrutement. Là, je ne parle pas d'intitulé métier data scientist. Là, on a posé la question sous l'arbre des rôles. Le rôle d'aide à la décision sur le bon cas d'usage d'IA, c'est le premier recherché. Et une difficulté médiane de recrutement à 72%, donc c'est un métier, un rôle à très très forte tension. Quand on pose la question aux recruteurs, ils nous disent aujourd'hui, on pense trouver ce rôle-là sur des profils en recrutement externe pour moitié. Et ce profil-là en formation initiale longue pour moitié aussi. Sauf qu'il y a un problème sur les deux, ces profils-là n'existent pas sur étagère en recrutement externe. C'est forcément des profils qu'il faut faire grandir au sein de l'entreprise. Et il n'y a pas de formation longue qui forme à ce rôle-là aussi. Par petites briques, oui, mais l'essentiel s'acquiert en cours de carrière. Donc il y a vraiment encore une maturité à avoir sur où on pourrait aller chercher certains types de profils, surtout sur celui-là, qui est le plus demandé actuellement. Est-ce qu'il y a des questions sur le recrutement avant que je passe sur le marché de la formation, Gwenaëlle? Alors, on a c'est en lien en fait, donc sur le recrutement et la formation. On a une question sur le niveau de formation pour le recrutement. On a une autre question sur le profil type du chef de projet qui mixe les compétences donc managériales et techniques. Est-ce que, et cette question tombe à pic, David, une fiche de poste type, fiche de fonction type a été réalisée dans le cadre de l'étude? Et on a une question, mais je pense qu'on pourra y répondre plutôt sur la partie formation, sur quelles sont les compétences non techniques en fait qui ont été identifiées. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler la première? Parce que du coup, j'ai bien les. Le niveau de formation sur les recrutements identifiés. Alors, le niveau de formation aujourd'hui, on va y venir juste après. Il est à 91% Bac+5 et plus.
Aujourd'hui, les professionnels répondant à une autre étude que la nôtre, qui a été sur 17 000 participants mondiaux, et dont 350 en France, c'est 91% au niveau Bac plus 5 et plus. Et la France, parmi tous les grands pays d'IA, présente une singularité à ce niveau-là. C'est la seule à avoir cette pratique-là à ce niveau-là de Bac plus 5 et plus. Et, notre conviction, c'est plutôt que il y a un déséquilibre à ce niveau-là parce que les autres pays d'IA, il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'ils en sont à des stades de besoin très très différents de l'autre. La deuxième question, c'était sur le profil type de chef de projet. Ben, il n'y a pas vraiment de réponse. Je dirais que ça dépend du dosage entre besoin d'expertise métier et d'expertise IA. On va trouver certaines applications un peu plus rares où les experts métiers se débrouillent avec des formations professionnelles suffisantes pour mettre en place des algorithmes de recherche documentaire ou des applications, des cas d'usage assez simples. Après, quand on monte dans la technicité, la question du chef de projet se pose tout de suite. Est-ce qu'il doit être à dominante technique ou est-ce qu'il doit être plutôt à dominante métier? Je pense que ça dépend surtout du cas d'usage. Un bon exemple, c'est les formations sur par exemple, il y a certains masters et MBA qui adressent cette problématique d'équilibre entre compétences managériales et compétences techniques. Et ils ont pour moitié des profils techniques qui cherchent à avoir le volet managérial et pour moitié le volet managérial qui cherche à avoir le vécu technique suffisant pour être capable de prendre les décisions de demain. Donc je pense que la question doit être vraiment abordée, mais le profil chef de projet aura un inconvénient, c'est la longueur de formation et ça passe certainement pas par seulement une sensibilisation. Le profil plus technique aura aussi une question longue à résoudre, c'est celle notamment dans la branche des postures de conseil à acquérir, qui sont parmi les choses les plus longues à acquérir aussi. Donc dans les deux cas, si le profil n'existe pas entre guillemets sur étagère, c'est quand même un investissement plutôt long, mais il faut bien arbitrer le dosage métier expertise IA dès le départ, et ça nécessite encore une fois de bien calibrer quel est le besoin de l'entreprise. En fait, cette question-là est très intéressante parce que c'est souvent une déclinaison d'une foule de questions qui ne sont pas forcément toujours bien adressées par les entreprises et les clients de leur propre aveu. C'est qu'est-ce que je veux faire de l'IA? Est-ce que c'est pertinent que j'en ai? Qu'est-ce que je veux en faire? Qu'est-ce que ça va donner comme dosage d'IA dans mon activité? Et du coup, quel type de profil d'expert et de non-expert je vais avoir besoin? Donc, il y a toute une chaîne de questions sur lesquelles il faut tout le temps revenir parce que voilà, les cas de recrutement direct d'un data scientist par un client pour gérer une problématique parce qu'il veut de l'IA ne sont pas si rares que ça. La question suivante était sur la fiche projet. La fiche de poste. Effectivement, une fiche métier a été approfondie sur le data scientist. On en a même créé au total 6 au travers de l'étude. Une pour le data scientist, une pour le data engineer, une pour le développeur d'applicatifs IA, une pour, j'ai oublié les dernières, mais en tout cas, elles seront, ah oui, pour le data analyst également, qui est le volet aussi analyse des données et valorisation de données. Toutes ces fiches IA Data Science feront partie d'une révision actuellement en cours du référentiel des métiers de l'OPIEC qui concerne actuellement 175 métiers et qui sera bientôt mise à jour sur le site de l'OPIEC d'ici quelques mois. Mais aujourd'hui, vous bénéficiez déjà d'une fiche de projet, d'une fiche de métier Data Scientist que vous trouverez dans le domaine numérique. On va aller après sur le site de l'OPIEC, numérique et conseil. Est-ce que j'ai bien répondu à toutes les questions? Eh bien, il y avait une autre question, mais je pense qu'on y répondra plus tard sur la partie formation. C'était sur les compétences non techniques identifiées, mais voilà, on y arrive. Parfait. Donc, comme je l'ai déjà un petit peu évoqué, aujourd'hui, si on fait le décompte par le biais de la base de 400 formations que l'on a élaborée au cours de l'étude,
on arrive à un total de 4000 diplômés par an au niveau master ingénieur et 2000 au niveau licence. Évidemment, les compétences en sortie de licence et sortie de niveau master ingénieur ne sont pas du tout les mêmes, mais la question est-ce qu'elles répondent aux besoins? Donc là, c'est ce que j'ai déjà en partie répondu. Donc pour le comparatif entre ce que vous trouverez au niveau master, doctorat et licence notamment en France et dans le monde. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on fait la somme aujourd'hui des personnes qui sont en poste sur l'IA Data Science qui ont répondu à cette grande étude, 91% ont un niveau master ou doctorat. Si on fait la même somme au niveau mondial, en comparant bien ce qui est comparable, parce qu'on n'a pas relevé les titres de diplôme, mais les années post-bac, on se rend compte que la même somme au niveau mondial fait 59%. Il y a 32 points d'écart entre les tenants de poste au niveau mondial et les tenants de poste au niveau France sur le niveau de formation d'origine. 32 points d'écart, sachant que, comme je le disais, il n'y a pas forcément de raison de croire qu'il y a une différence de besoin. Le plus significatif, c'est de regarder qu'en France, on a 4% de niveau licence qui sont en poste, et dans des pays comme les États-Unis, vous avez en bac plus 3, vous avez 32% de personnes qui sont aujourd'hui en poste dans l'IA Data Science et qui sont de niveau licence. Donc là, c'est pas du tout une question de rémunération, parce qu'il y a vraiment la question du prix et de la rémunération est complètement pas en parallèle et se déroule sous d'autres critères de marché. Mais là se pose vraiment la question, est-ce que la France a cette singularité? Est-ce que ça vaut bien le coup d'avoir une singularité pareille? Demain peut se poser la question aussi de l'équilibre de notre force de travail sur l'IA et la data science. Est-ce qu'on a intérêt à former en proportion cette dose d'experts de niveau master et plus, sachant qu'en plus, il y a une subtilité, c'est que aujourd'hui, 25% des niveaux master continuent en doctorat. Et moi, je n'ai jamais vu ça sur aucune étude. Hein. C'est un niveau tout à fait impressionnant. Ça peut s'expliquer aussi parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes R&D et recherche autour de l'IA. Mais c'est quand même étonnant de voir le dosage de chacun des niveaux de diplôme. Enfin, tout ça doit s'analyser quand même en complémentarité avec ce qui se passe aussi dans l'offre de formation continue sur laquelle on va venir. Donc, vous avez compris pour nous, on est vraiment dans une recherche d'équilibre, et qu'il y a manifestement un déséquilibre parmi les grands pays d'IA où la France a cette singularité de niveau de diplôme trop élevé. Ça peut aussi venir du fait que, et ça c'est un témoignage qu'on a eu souvent, je ne sais pas exactement ce que je veux faire de l'IA, donc je ne sais pas exactement quel profil de spécialiste et non spécialiste je vais avoir besoin. Donc mécaniquement, j'ai plutôt tendance à me dire, bon, bah, si je prends un profil un peu plus élevé, je pourrais peut-être répondre à un plus grand nombre de cas. C'est loin d'être rare comme témoignage, et c'est loin aussi d'être rare dans d'autres. On pourrait appliquer ce raisonnement aussi à d'autres secteurs où on l'entend. Au niveau de la formation continue, alors il y a une particularité dans l'IA, c'est qu'il y a clairement un manque de formateurs assez élevé. Les organismes de formation ont besoin de formateurs. Donc nous, on veut bien entendre qu'on va doubler les effectifs formés, notamment en formation initiale, mais les organismes de formation nous disent, nous, on ne sait pas bien comment on va faire, parce qu'aujourd'hui, on est déjà en tension pour former ce qu'on forme. Donc le nombre de formateurs est un vrai sujet, et on voit quand même que la formation initiale et professionnelle n'est pas du tout orientée de la même façon. On a un dosage d'expertise très élevé sur la formation initiale. Il est d'à peu près un tiers des formations qui sont orientées pour des experts de l'IA sur la formation continue. Le plus grand nombre de formations que l'on trouve pour la formation continue, ce sont des formations qui visent à donner des briques d'IA à des personnes qui ne sont pas initialement de ce métier-là. L'autre versant, le dernier, c'est la sensibilisation, notamment à destination de publics qui sont indirectement touchés par l'IA, mais notamment le premier public, ce sont les managers
que l'on cherche à sensibiliser à la forme de l'IA. Nous, là, on a une vraie problématique de contenu par rapport à ce qu'on vous a dit et à ce qu'on nous a dit du temps de développement de toutes les compétences techniques nécessaires pour prendre une décision équilibrée entre le management et la technique. Il y a beaucoup trop d'offres de sensibilisation par rapport à ce besoin-là. On ne peut pas répondre à la problématique de temps d'incubation de ces sujets-là chez les managers avec des sensibilisations de 2 jours. Ça va être très adapté pour des personnes qui vont être indirectement touchées et qui ont besoin de connaître les éventuels potentiels impacts sur leur propre métier et de commencer à comprendre d'où qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces technologies qui ne sont pas du tout si effrayantes que ça. Mais pour certains profils, et notamment pour les managers, ça va se révéler souvent insuffisant. Il y a un autre volet, c'est quel est le biais de formation. Alors, on ferait la même étude aujourd'hui, ce serait certainement peut-être des résultats différents. Mais on se rend compte sur les rôles IA que l'on a définis, il n'y en a qu'un seul qui utilise prioritairement le mode présentiel. Ce sont les profils de managers qui veulent acquérir des briques suffisantes d'IA. Sinon, tous les autres profils, notamment les profils de spécialistes, vont passer par des formats en ligne prioritairement. Donc l'offre de formation présentielle que nous on a recueillie et constituée au travers d'une base de données ne répond pas du tout aux besoins prioritaires, puisque le besoin prioritaire, a priori, il est en ligne. Et d'abord, avant d'être en ligne, l'auto-formation aussi, la recherche de solutions par ses propres moyens, avant d'arriver sur des formats en ligne, voire en présentiel. Ça, c'est un point important parce qu'il faut bien voir quelle est la démarche avant d'arriver à une offre de formation. Donc, du coup, on a une offre de formation qui est bien plus petite que l'offre de formation initiale pour la professionnelle en volume d'offres et souvent, notamment en région, il s'avère que ce sont souvent les universités, les écoles d'ingénieurs, enfin les organismes de formation initiale qui portent aussi l'offre de formation professionnelle, ce qui est assez cohérent avec le fait que les formateurs manquent cruellement. Et du coup, c'est plutôt là où sont déjà les formateurs que l'offre de formation professionnelle se réalise, c'est-à-dire dans les organismes d'offre de formation initiale. Donc, il y a une vraie complémentarité entre formation initiale et continue. Donc voilà, il faut vraiment envisager aussi ça sous la forme de parcours. Hein. Il y a rarement qu'un seul mode de formation qui est utilisé. Donc ça, c'est un point important. Donc nous, ça a vraiment compté, cette utilisation actuelle de l'offre de formation, dans les préconisations que l'on a fait, puisque la finalité de l'étude, c'était aussi de faire des préconisations sur quelles sont les actions en termes de stratégie d'emploi et de formation à réaliser. On a élaboré 20 grandes propositions qui sont autour de ces 3 thèmes qui découlent des facteurs de réussite des marchés, de l'emploi et des facteurs de réussite de la formation. Si on regarde sur l'ensemble de cette architecture-là, la grande conclusion que l'on tire, c'est que, donc, comme dans beaucoup de domaines, l'IA, ça sera une affaire d'équilibre et de montée en compétences globales. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, le besoin d'expertise, même si on a un besoin et une tension très forte sur les profils experts, le besoin d'expertise, c'est presque le moins mal adressé par l'appareil de formation. Là où il y a vraiment un besoin de complémentarité, c'est sur les domaines de formation, des domaines de compétences complémentaires du type juridique. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser les données? Quelle est l'éthique au-delà du juridique? Quelles sont les règles éthiques et déontologiques que l'on met derrière l'utilisation de l'IA? Les compétences aussi comportementales, c'est que un projet d'IA se mène aussi avec une galerie de postures différentes en fonction des experts, et il faut arriver à mettre toujours en lien des experts métiers et des experts IA qui doivent travailler ensemble sur une grande durée. Donc, il faut des compétences de transformation de l'entreprise, des compétences d'accompagnement du changement, des compétences de définition des modèles d'affaires, donc d'économie. Hein, vraiment, l'IA, c'est un investissement qui peut être très coûteux, voire délétère s'il est fait au mauvais endroit.
et des compétences juridiques. Et évidemment de la compétence de gestion de projet, mais ça, c'est une évidence, sauf que la gestion de projet ne correspond, comme je l'ai dit au début, qu'à une partie du cycle de développement de l'IA. Ça peut aussi concerner après toute la vie de l'entreprise. J'en termine là. Est-ce que on va peut-être vous montrer un exemple. Toutes ces formations ont été déclinées sur des fiches par métier. Donc là, c'est pour le métier de data engineer, dans lequel vous trouverez la courbe d'augmentation des effectifs sur la branche et toujours des propositions cadencées. Mais ça, je ne m'étends pas là-dessus. Vous le trouverez dans le rapport dont Gwenaëlle va vous parler. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Non, puis vu le timing, je pense que on va illustrer peut-être une action, les actions qui ont été lancées par la branche. Neila, si tu veux illustrer. Oui, alors parmi en effet les 20 pistes d'action sur lesquelles a travaillé David avec l'équipe projet, certaines ont attiré l'attention des membres de la branche et en particulier les sujets liés à la création de certifications. Certains d'entre vous doivent savoir que la branche a créé des certifications qui sont des CQP, des certificats de qualification professionnelle, CQP qui sont inscrits au RNCP, donc qui sont bien reconnus au niveau national et qui permettent à la branche d'avoir des certifications très spécifiques en lien avec le cœur d'activité, le cœur de métier de nos entreprises. Sur les compétences IA, un des points qui a été relevé, c'est notamment dans le cadre de la cartographie des formations certifiantes élaborées, c'est le manque d'existence de certification à un niveau Bac plus 3. Nécessaire aujourd'hui pour pouvoir avoir des profils qui sont en capacité de faire, de produire, de réaliser et non pas uniquement de concevoir, d'imaginer et de penser. Et la branche va lancer au deuxième semestre 2020 des travaux pour étudier ce qu'on appelle en fait réaliser une étude d'opportunité. Donc, étudier l'opportunité de créer une certification sur un métier IA. Et cette étude, je reste large de façon consciente, tout simplement parce que cette étude va nous permettre d'identifier sur quel type de métier, sur quel type de compétences il serait pertinent que la branche crée cette certification et si il nous est confirmé que c'est à ce niveau de qualification qu'on doit créer cette certification. On espère avoir les résultats de cette étude fin 2020, début 2021, pour que la branche puisse se positionner et enclencher derrière les travaux nous permettant de créer les référentiels et de proposer une offre de formation qui répondrait à ce besoin. Donc, tout ça pour vous dire que ça peut nous amener assez loin, peut-être fin 2021, mais en revanche, voilà, un exemple pratique qui vous montre aussi de quelle façon la branche s'empare des résultats des études en général et de celles-ci en particulier pour pouvoir répondre à un besoin emploi-formation des entreprises et des salariés de la branche, salariés actuels ou futurs salariés de la branche. J'en profite peut-être pour cette illustration. Je vais vous montrer le site peut-être. Et voilà le site juste pour que vous ayez une vue. Oui, l'idée c'est qu'en fait vous puissiez, là on vous a fait une présentation, David vous a fait une présentation synthétique, pédagogique, merci beaucoup. Évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats de manière beaucoup plus détaillée sur le site de l'OPIAC qui regroupe en effet l'ensemble des éléments, notamment les études publiées par l'OPIAC. Vous avez un rapport détaillé, en effet, de 130 pages. Vous avez également une synthèse sous format PowerPoint avec un format plus simple d'accès, et puis une infographie qui fait ressortir en fait les éléments clés de manière sur un format plus graphique. Donc on vous invite effectivement à aller sur le site de l'OPIAC. Vous retrouverez aussi toutes les autres études publiées. Le site de l'OPIAC regroupe
également des données socio-économiques sur les secteurs de la branche et les métiers de la branche. Vous pouvez retrouver également les métiers de la branche, donc le référentiel des métiers de la branche, comme le disait David, qui est en cours d'actualisation, de révision. Typiquement, là, les fiches métiers, l'étude sur l'IA a permis effectivement d'avoir de la matière et va nous permettre de mettre à jour et de créer donc des métiers en lien avec l'IA sur le référentiel des métiers. Donc, elles seront accessibles d'ici la fin de l'année. Mais en attendant, vous avez effectivement accès donc au rapport complet, à la synthèse et à l'infographie de l'étude. Merci à tous les deux pour cette présentation. Merci à tous. Merci à tous les participants pour votre attention. Et donc, on vous enverra par mail le webinaire et le support de présentation. Et donc, ce webinaire sera évidemment accessible en replay sur le site de l'OPIEC dans quelques jours, donc opiec.fr. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.